du Dr Boni et le ministre de la Santé, le professeur Dorothée Akoko-Kinegazar. Imaginez que nous voulions aller vers le développement, mais avec des personnes malades, avec des personnes handicapées. Quels résultats pourrions-nous avoir? Dans le secteur de la santé, les attentes sont immenses, tant de la part des usagers que du personnel. Pour résoudre les doléances du personnel, le professeur Kinegazar privilégie le dialogue depuis sa prise de fonction à la tête du département de la santé. Madame le ministre reçoit mensuellement des groupes de partenaires sociaux. D'abord l'ensemble, puis certaines associations syndicales avec des problèmes particuliers rencontrent Madame le ministre et les problèmes sont évoqués, les recherches de solutions ensemble avec les intéressés. Cela a permis de résoudre un certain nombre de préoccupations, dont les problèmes liés aux primes et diverses indemnités. Au cours de l'année 2012, le gouvernement a payé près de 4 milliards de primes. Cela nous a permis également de prendre en charge les préoccupations d'un groupe appelé agents reversés sans salaire. Madame le ministre de la Santé, il y a une série de mouvements de mécontentement dans les hôpitaux de zone de Ouidah et d'Abomey-Calavi, et également au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau. À cela se sont ajoutées les récriminations des ordres de la santé. Que se passe-t-il en réalité? Merci. Je commencerai par vous dire toute ma gratitude pour l'opportunité que vous m'offrez à présenter les perspectives 2013 du secteur de la santé. Par rapport à votre première préoccupation, je ne reviendrai pas sur les problèmes des ordres. En effet, le chef de l'État, le Dr Boni, nous a reçus, ministre de la Santé et les ordres des pharmaciens. Il a compris les préoccupations du ministre de la Santé que je suis, et il a décidé de mettre en place une commission pour écouter les uns et les autres. J'ai donc obligation de réserve. J'attends que la commission livre ses résultats et nous aviserons. Par rapport aux partenaires sociaux, oui, au CHD Ouémé Plateau, Ouidah, Abomey-Calavi, je voudrais dire tout simplement que le dialogue a toujours été mon leitmotiv. Je voudrais dire que dans ces hôpitaux, il ne se pose pas un problème de dialogue avec le cabinet. Il y a peut-être des problèmes de management des ressources humaines, des problèmes de leadership, des problèmes d'avantages acquis pour certains, d'injustice pour d'autres. Ce sont des situations dans lesquelles mon cabinet et moi-même avons donné la priorité au dialogue, en donnant des instructions fermes aux différents responsables pour qu'ils entrent en contact avec le personnel afin d'apaiser les uns et les autres. Il est très difficile d'établir le dialogue lorsqu'il a été rompu, et il est encore plus difficile lorsqu'il n'a jamais été établi, lorsqu'il n'a jamais existé. Mais nous croyons fermement à la force du dialogue et nous exhortons nos collaborateurs à maintenir ce dialogue. Moi, je vous le dis, je ne changerai pas par rapport au dialogue, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Donc, le dialogue sera maintenu dans le secteur de la santé. Vous voudrez dire que dans ces centres de santé, qu'il n'y a plus de problèmes, qu'il n'y a plus de mouvements, et tout est rentré dans l'ordre? Prenons l'exemple de l'hôpital d'Abomey-Calavi. Le souci majeur des agents de cet hôpital a été le recrutement massif qui a été fait par le directeur. Nous avons donné des instructions pour que l'on
évalue la capacité, la charge de travail des uns et des autres et qu'on apprécie vraiment la nécessité de recruter ou non du personnel additif. Encore que le gouvernement a interdit les recrutements qui se font sur site directement. Seul le ministère du Travail et de la Fonction publique a les prérogatives de recruter les agents de l'État. Donc c'est là le problème. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc décidé de faire un réaménagement dans tous les départements du littoral et de l'Atlantique, où nous avons repositionné tout simplement le personnel médical. Et là où il y a des déficits, on a compensé là où il y avait pléthore. Donc c'est ce que nous avons fait pour Abomey-Calavi. Donc on ne réfère plus à la maternité, on ne réfère plus les femmes sur Cotonou pour les accouchements, parce que c'est ce qui se faisait. Je pense que la référence est une bonne chose. En fonction du niveau d'intervention dans la pyramide sanitaire, on peut être amené à référer des malades vers un centre qui a un plateau technique plus élevé. Mais quand on le fait systématiquement, dès que les femmes arrivent, on leur dit on ne travaille pas. Non, je pense que cette situation ne s'est pas présentée à Abomey-Calavi. Les médecins, en tout cas, étaient au travail. Et dans tous les hôpitaux où vous avez semblé avoir des mouvements, nous avons toujours maintenu un service minimum. Où, lorsque les agents ne sont pas favorables, nous sommes obligés de réquisitionner certains, et c'est ce que nous avons fait. Au CHD Ouémé Plateau, vous y étiez la dernière fois? Oui, bien sûr, au CHD Ouémé Plateau, le vrai problème, un des responsables du syndicat de cet hôpital a été mis aux arrêts. Le jugement est passé en première instance. On est obligé de suivre la procédure et de faire appel. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer au personnel. Les pouvoirs sont bien séparés dans notre pays. Nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement, interférer dans une décision de justice. Donc nous avons appelé les uns et les autres à la sérénité. Nous avons demandé que le service minimum soit observé, que les réquisitions se fassent, mais je pourrais vous garantir que les médecins continuent de travailler, les sages-femmes également. Il y a quelques personnels administratifs et quelques paramédicaux qui ont refusé de rejoindre les rangs. Mais pour ceux-là, nous avons d'autres recours, notamment la réquisition, pour qu'il y ait un continuum du service. Et à Ouida? Oui, Ouida, je dirais que c'est une question de management des hommes. Vous savez, tout le monde n'a pas la même capacité, la même latitude de gérer les ressources humaines, surtout quand on veut mettre en place des réformes. Il y en a qui se sentent lésés, qui voient leurs avantages diminuer. Donc, il est important que l'on instaure le dialogue comme nous l'avons toujours prôné. Et je pense que les instructions qui ont été données, à savoir que le directeur de cet hôpital communique davantage, présente les réformes qui sont en cours, l'intérêt du centre pour que ces réformes-là se mettent en œuvre, se mettent en place. Nous lui avons demandé de communiquer et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant faire le point des grandes réalisations et réformes dans le secteur de la santé. Suivons. Différentes initiatives ont été prises ces dernières années. En l'occurrence, les initiatives présidentielles de gratuité de la prise en charge du paludisme grave chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de la césarienne, le paquet d'interventions à haut impact et la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle Karma ont produit des effets positifs sur le taux de mortalité maternelle et infantile. 4 à 5% des décès maternels sont justiciables de césarienne. Sur 45 mois d'activité de gratuité de la césarienne, nous avons relevé 76 150 césariennes enregistrées. Cela correspond
globalement à une moyenne de 1700 césariennes par mois dans les 45 hôpitaux agréés qui offrent la césarienne gratuite au Bénin. Et à travers des indicateurs relatifs à la santé de l'enfant, nous avons identifié 20 communes au niveau national qui sont des communes à faible performance dans lesquelles nous avons pu offrir le paquet d'interventions à haut impact. Le taux de mortalité néonatale a pu baisser et est passé de 32 pour 1000 naissances vivantes en 2006 à 23 pour 1000 naissances en 2011, alors que pour 2015, nous devons atteindre 20 pour 1000 naissances vivantes. Madame le ministre, avec ces différents efforts, surtout dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, est-ce qu'on peut dire que les objectifs du millénaire pour le développement vont être atteints? Parce qu'on est à quelques années, disons à 2 ans de 2015. Oui, je pense qu'au ministère de la Santé, des efforts sont faits. Et la santé de la mère et de l'enfant constitue pour nous un impératif, vu les engagements que le gouvernement a pris en faveur de l'atteinte des OND. Et nous avons l'avantage de bénéficier de l'appui de plusieurs partenaires. Je vais en citer quelques-uns. L'UNFPA, l'AFD, l'USAID et notre partenaire privilégié, l'OMS, sans oublier l'UNICEF. Je vais m'en arrêter là de peur d'en oublier. Et avec ces partenaires, nous sommes en train de mener plusieurs activités que nous appelons par exemple le paquet d'intervention à haut impact. Nous avons décidé d'observer avec tous ces partenaires une même feuille de route. Nous avons donc élaboré une feuille de route intégrée pour pouvoir atteindre les objectifs. Il y en a un qui me disait la dernière fois qu'avec vous, c'est fini la balkanisation des partenaires. Je pense que tous les partenaires sur les thématiques doivent regarder dans la même direction, conformément à notre plan de développement sanitaire. Et c'est ce que nous faisons par rapport à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est le lieu de souligner tout ce que nous avons pu obtenir avec le Fonds mondial, parce que c'est la transversalité. Quand on parle de mortalité maternelle et infantile, il y a des endémies qui augmentent le taux de mortalité. Le paludisme, le sida, la tuberculose font désormais partie intégrante des stratégies de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous venons donc de bénéficier d'un financement du Fonds mondial d'environ 130 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Environ 1 600 000 euros pour la tuberculose, 46 millions d'euros pour le VIH-Sida, 29 millions d'euros pour le paludisme et le reste pour le renforcement du système de santé. Vous convenez avec moi que quelles que soient les stratégies mises en place, si le système de santé n'est pas fonctionnel, eh bien, on n'aura pas d'impact. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous battons pour que des ressources humaines qualifiées soient mises en place dans nos formations sanitaires. Le gouvernement a d'ailleurs autorisé le recrutement de 1200 agents au titre de l'année 2013, parce que c'est une grande préoccupation pour nous, le déficit de ressources humaines de qualité dans nos centres de santé. Je voudrais souligner un partenariat fort et dynamique avec l'Alliance mondiale pour la vaccination, Gavi, qui a rejoint le groupe avec lequel nous avons signé le compact. Je veux parler de la Banque mondiale, du Fonds mondial. Et avec tous ces partenaires, le Bénin va pouvoir s'inscrire dans les 34 zones sanitaires dans le financement basé sur le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous nous le permettez, nous allons certainement revenir sur ce plateau pour en parler largement, mais nous pouvons déjà dire que les agents de santé achètent des services. Ils sont évalués sur les services réalisés. Ils ont des primes
après avoir exécuté de façon efficiente les activités. Donc c'est une façon de remettre les gens au travail en mettant en place une motivation basée sur les résultats. Et nous nous sommes aperçus que dans les 8 zones sanitaires où nous avons démarré cette expérience avec la Banque mondiale, aujourd'hui, il y a des centres de santé qui ont déjà eu comme ristourne environ 30 millions de francs. D'autres ont eu jusqu'à 50 millions de francs. Et les agents se sont partagés la moitié de cet argent-là. Donc ça les motive et ils sont vraiment à leur poste, ils sont au travail. Et ce système va être porté à l'échelle? Ce système va être porté à l'échelle avec le financement que le Fonds mondial vient de nous octroyer et le financement que la coopération technique belge met à notre disposition, ainsi que Gavi. Mais cela ne se fait pas facilement. Il faut mettre en place un vrai mécanisme de suivi-évaluation pour pouvoir monitorer ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà des réformes, les premières réformes que nous voulons annoncer pour l'année 2013. Et au titre de l'année 2012, à part, parce que tout ce qu'on a dit a principalement rapport avec la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations au titre de l'année 2012? Au titre de l'année 2012, nous n'allons pas occulter l'opération 120 jours pour équiper nos hôpitaux, puisque le gouvernement a autorisé l'organisation de cette vaste campagne de collecte de matériel pour les hôpitaux et centres de santé de notre pays. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'à la fin du mois de février, nous étions à 3 milliards de dons d'équipements. On va y revenir, on va suivre les images, parce qu'on a les images. L'opération 120 jours a été lancée en juillet 2012, et puis on a les images, on va les voir. Initiative 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé du Bénin, qui a même valu au ministre de la Santé et à tout son département les félicitations du président de la République, a permis à ce jour de collecter pour près de 3 milliards de dons d'équipements médicaux. C'est une fierté pour tous, acteurs ayant conduit l'opération, donateurs et bénéficiaires. Je voudrais remercier sincèrement Madame le ministre d'avoir pensé à l'hôpital de zone de Surulere. Cet échographe, s'il n'avait pas été donné cette année, nous étions en train de voir dans quelle mesure l'année prochaine on va acheter un échographe pour l'hôpital, qui a un échographe qui est totalement amorti. L'ancien spectro qu'on avait datait de 2005 et est tombé en panne depuis juillet 2012. Donc, on avait des problèmes vraiment pour faire les examens biochimiques aux patients. On était obligé de les envoyer à Porto-Novo. Ce nouvel appareil qu'on nous a donné nous a vraiment soulagés. Bien que les 120 jours soient écoulés, nous pensons que l'opération devrait se poursuivre car nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de notre pays. L'opération a été bien préparée. Cette opération a été bien organisée. Au lancement de cette initiative, elle apparaissait comme une gageure. Je crois qu'avec l'engagement de Madame le ministre de la Santé, qui n'arrêtait pas de dire que la maladie ne prévient pas et qu'il n'était pas question qu'on attende une quelconque embellie sur le plan économique avant de penser à la santé de nos populations. Je crois qu'avec sa détermination, nous avons foncé et nous sommes vraiment contents des résultats que nous avons obtenus. Apparemment, Madame le ministre de la Santé, c'est une opération qui a bien marché puisque les 120 jours sont devenus élastiques, les dons continuent d'affluer. Oui, bien sûr, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, il y a des opérateurs économiques qui n'avaient pas budgétisé cette opération au titre de l'année 2012, qui se sont annoncés pour 2013 et qui ont déjà donné des dons. D'autres sont encore attendus. Et nous aurons des équipements lourds, non seulement des opérateurs économiques béninois, mais nous avons dépassé les frontières du Bénin
où vous avez vu des partenaires, c'est des partenaires danois qui sont arrivés pour nous offrir des équipements. Au CNHU, il y a un appareil que l'on appelle un amplificateur de brillance qui permet d'opérer. C'est cette ONG qui nous a offert cet équipement. Nous avons des appels de plusieurs autres partenaires sur le plan international et d'ici à la fin du premier semestre, nous sommes sûrs qu'ils vont répondre et ils vont convoyer les dons vers le Bénin. Nous avons voulu lancer cette opération parce que nous avons pensé qu'il n'était pas normal de se croiser les bras et de ne rien faire pour les malades, surtout les malades démunis. Nos centres de santé avaient besoin de ce nouveau souffle et c'est ce que nous avons fait et nous saisissons cette opportunité pour remercier encore nos généreux donateurs pour leur capacité d'écoute, pour la solidarité que nous connaissons chez les Béninois. C'est une opération qui fait déjà école au Bénin? Je pense bien. Vous avez parlé de ces équipements. Il faut une maintenance préventive pour pouvoir garder ces équipements aussi longtemps que possible. Comment comptez-vous y prendre? Oui, le ministère de la Santé, ça fait partie des innovations pour l'année 2013 où nous sommes en train d'élaborer une politique de maintenance préventive. Et nous avons l'avantage aujourd'hui que dans notre pays, on forme les maintenanciers à l'EPAC, à Abomey-Calavi, à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a déjà une première promotion qui a été mise sur le marché. Donc, à la faveur du recrutement, on espère bien les recruter et mettre des maintenanciers dans nos centres de santé, dans les directions départementales, pour assurer la maintenance préventive. Et je voudrais revenir également sur les dons. Nous avons 34 zones sanitaires. Les dons sont allés dans les 34 zones sanitaires. Et très prochainement, nous allons effectuer une tournée à travers le pays pour voir si les dons sont vraiment positionnés, si on ne les a pas laissés dans les cartons. Et si ces dons servent, ces équipements servent effectivement à la population. Nous avons voulu régler un problème de santé et nous nous sommes dit que nous n'avons pas besoin d'une médecine à double vitesse dans notre pays. C'est pour cela que nous avons également convoyé des dons dans des hôpitaux confessionnels sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes allés à Tangueta, nous sommes allés ici à côté à Saint-Luc. La dernière fois, nous étions sur le lac à Sotianhoué, qui est un hôpital confessionnel. Et très prochainement, nous serons à l'hôpital Saint-Camille de Dobo, qui a exprimé ses dons et ses besoins. Donc, voilà. L'opération va être rééditée ou bien c'est une opération ponctuelle? Je pense que d'opération ponctuelle, ça va devenir une opération pérenne, puisque nous allons régulièrement relancer nos donateurs qui ont démontré de leur capacité à accompagner le secteur de la santé et nous pouvons l'inscrire dans le cadre d'un partenariat public-privé tout simplement, si cher au chef de l'État. Donc on peut dire maintenant que vous n'avez plus, nos hôpitaux n'ont plus de grands problèmes de manque d'équipement, c'est ça on peut le dire? Nous avons compensé un tant soit peu le déficit, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous avez commencé par parler des perspectives, mais on a un élément qui résume les perspectives du secteur de la santé pour 2013. Nous avons suivi les images ensemble, si vous le voulez bien. Pour 2013, le ministre de la Santé poursuit sur la même lancée. Le régime d'assurance maladie universelle, lancé par le président de la République en décembre 2011, sera le principal cheval de bataille pour favoriser l'accessibilité aux soins de santé aux couches les plus vulnérables. Nous comptons bien relever ce défi au cours de l'année 2013 et au cours de ce premier semestre 2013, nous allons pouvoir inclure plus de 10 000 Béninois dans ce régime d'assurance maladie universelle. Le projet de mise en service d'une ligne verte SOS Santé
La poursuite des réflexions pour mettre effectivement en place l'espace CHU, la lutte contre les cabinets médicaux illégaux et l'élaboration d'une politique cohérente de maintenance des équipements médicaux feront également l'objet d'une attention soutenue. Nous l'avons dit, nous allons mettre en place les signes distinctifs pour reconnaître les centres de santé publics, les centres de santé privés qui ont l'agrément du ministère de la Santé. L'édition de plusieurs ouvrages, de plusieurs manuels sur les maladies courantes au Bénin, comment lutter contre ces maladies, comment prévenir ces maladies. Nous allons insister sur l'hygiène et l'assainissement dans nos communautés, par nos communautés. Nous voulons maintenant élaborer des plans de lutte contre les maladies non transmissibles. Je parle des maladies cardiovasculaires, de la lutte contre les cancers, notamment les cancers de la femme, du diabète, autant de maladies qui tuent à bas bruit et dont on ne parle pas suffisamment. Voilà, vous avez au programme de mettre en place des espaces CHU, centres hospitaliers universitaires dans notre pays. En quoi cela va-t-il consister? Et je voudrais dire que le CNHU, lorsque nous prenons notre pyramide sanitaire, est au sommet. Donc le CNHU constitue la référence. Ne devraient aller au CNHU que des malades, des patients qui ont été référés vers le CNHU. Donc les patients qui n'ont pas pu être pris en charge à un autre niveau plus bas de la pyramide sanitaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Malgré tous les efforts qui sont faits, le CNHU est toujours engorgé. Autour du CNHU, il y a plusieurs hôpitaux que nous appelons les hôpitaux de zone. Nous voulons rendre fonctionnels ces hôpitaux et nous voulons nommer dans ces hôpitaux des médecins, professeurs, enseignants qui sont au CNHU. Donc, ces hôpitaux vont intégrer l'espace hospitalo-universitaire parce que ce sera des professeurs qui vont exercer dans ces hôpitaux. L'hôpital de zone d'Abomey-Calavi est un grand hôpital où nous avons un bon service de chirurgie, de réanimation, de gynécologie. Eh bien, nous allons mettre les nouveaux agrégés certainement dans cet hôpital. Nous prenons l'exemple de l'hôpital de zone de Surulere qui est à Cotonou. À une époque donnée, on avait même pensé délocaliser la traumatologie, c'est-à-dire les accidentés seront convoyés vers cet hôpital pour que cet hôpital soit beaucoup plus opérationnel et désengorge le CNHU afin que les efforts faits par le gouvernement du Dr Yahi Boni soient visibles vraiment au CNHU. Aujourd'hui, le CNHU est dans une nouvelle dynamique et vous voyez, les lieux sont beaucoup plus propres, mais du fait de la surcharge, du fait de l'engorgement, on ne remarque pas vraiment les efforts qui sont faits. Alors le gouvernement a décidé de créer ces espaces CHU et nous venons d'avoir le décret qui met en place l'espace CHU. Nous avons invité nos collègues universitaires à une séance de travail. Aujourd'hui, ils sont en train de passer dans ces hôpitaux pour faire l'état des lieux et nous dire ce que nous devons apporter comme équipement pour que cet espace soit fonctionnel pour le bonheur des populations. On aura combien de CHU à peu près? Et ici, dans le sud, nous avons Abomey-Calavi, Ouida, Surulere, l'hôpital CHD-OP. Vous savez qu'il y a une école de médecine qui est en train d'être créée à Porte-Novo. Puis à Parakou, nous avons le CHD. Nous aurons certainement l'hôpital de Kandi. En tout cas, on est en train de réfléchir par rapport à la création de l'espace CHU également dans la région septentrionale. Comme on a l'OMEL, est-ce qu'on aura des CHU qui seront spécialisés dans certains domaines? Je pense que OMEL est déjà dans l'espace CHU parce qu'à OMEL, nous avons des professeurs d'université qui dirigent OMEL. Donc OMEL est déjà dans l'espace CHU. Nous pouvons aller vers la spécialisation de certains centres, certains hôpitaux, mais il faut vraiment avoir les moyens et vraiment maintenir la qualité. On ne crée pas pour créer, il faut garantir la qualité des prestations
et surtout mettre en place les équipements et les ressources humaines qu'il faut. Vous avez prévu également de mettre de l'ordre dans l'installation anarchique parce que là, c'est ce qui se fait, des cliniques privées, mettre des signes distinctifs. C'est pour quand? C'est pour cette année? C'est bien pour cette année. Nous venons de préparer une communication qui va être déposée sur la table de nos collègues ministres pour être étudiée en Conseil des ministres. Et nous comptons bien d'ici à la fin du premier semestre mettre en place ces signes distinctifs. En fait, qu'est-ce que c'est? Nous avons imaginé un système un peu comme font les notaires ou les huissiers de justice, et nous allons apposer des plaques sur les centres de santé, même publics comme privés, pour dire c'est un hôpital, un centre de santé, une clinique d'accouchement reconnue par le ministère de la Santé, parce que nous savons que la plupart de notre population est analphabète. Donc ce sera des signes distinctifs tout simplement pour dire voilà, vous pouvez aller dans ce centre de santé plutôt que dans un autre centre de santé qui sont souvent des mouroirs. Il y a 3 semaines de cela, nous avons mis quelqu'un en prison parce qu'il a opéré un enfant dans une clinique qui n'est pas en réalité une clinique, je dirais dans une villa transformée en clinique, mais l'enfant est décédé. Nous n'avons pas hésité un seul instant à saisir le procureur et aujourd'hui il est en prison. Donc il faut que ce travail se fasse et que tout le monde se sente concerné. Et nous dirons même que ça fait partie des insuffisances de notre loi 97-020 qui régit l'exercice en clientèle privée, parce que la loi n'a pas prévu la répression. La loi était, à notre avis, un peu permissive et c'est pour cela que nous avons voulu organiser des séances de réflexion pour qu'on révise un peu cette loi. Donc voilà. Vous mettez des signes et pourquoi vous ne fermez pas les autres cliniques qui ne sont pas autorisées, qui sont des mouroirs comme vous l'avez dit? C'est ce que je viens de dire. Nous nous accolons aux tests. Nous voulons vraiment appliquer les tests de la République. Il y a une loi qui régit l'exercice en clientèle privée, mais cette loi ne dit pas ce qu'un ministre de la Santé devrait faire si quelqu'un s'installe de façon illégale. Nous faisons tout simplement des visites de supervision pour voir si les gens ont l'agrément, s'ils sont autorisés à être installés et tout, mais nous sommes obligés de recourir soit au ministère de l'Intérieur, soit au ministère de la Justice pour demander que l'on ferme les centres de santé. Et normalement, un magistrat devait pouvoir s'auto-saisir lorsqu'il apprend qu'il y a un centre de santé qui est régulièrement installé. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens-là. Ça ne faisait pas partie de nos prérogatives de fermer. Mais nous maintenons la veille et nous voulons tout simplement légiférer dans ce sens. Vous avez parlé également du RAMU, du régime d'assurance maladie universelle. À quand l'opérationnalisation effective C'est vrai, le chef de l'État a lancé le RAMU le 19 décembre 2011. Le 24 avril 2012, nous sommes allés à Niki, qui a déjà une culture de mutuelle pour délivrer les premières cartes. Mais ce n'est pas facile d'installer un régime d'assurance maladie. Il faut des préalables, il faut des garde-fous, il faut élaborer des tests, il faut accréditer des hôpitaux, des officines qui vont délivrer les ordonnances, etc. C'est tout un processus qui est en cours. Et je pourrais vous dire que le chef de l'État a donné des instructions fermes. Si le ministère de la Santé ne fait rien cette année et met tout simplement en œuvre le régime d'assurance maladie, ce sera pour le bonheur de la population. Nous avons pris sur nous d'honorer cet engagement et si le chef de l'État l'autorise, vous allez assister à une manifestation de signature de convention entre les prestataires de soins, les mutuelles et l'ANAM, c'est-à-dire l'Agence nationale d'assurance maladie. Nous y allons posément, mais sûrement, de façon déterminée. Parce que quand on prend les grands pays qui ont déjà une culture d'assurance maladie, vous voyez toutes les difficultés de déficit, j'allais dire,
le dysfonctionnement qui entoure l'assurance maladie, mais surtout les déficits. Il faut qu'on fasse attention dans notre pays où nous n'avons pas encore cette culture. Vous allez souscrire pour vous et vos 4 enfants, mais in fine, c'est peut-être 10 personnes, 20 personnes de votre famille qui va venir bénéficier de cette assurance maladie. Donc, il faut vraiment mettre des garde-fous. Et je pense que nous sommes pratiquement au bout du processus. Et par la grâce de Dieu, d'ici à la fin du mois de mai, en tout cas avant la fin du premier semestre, nous allons pouvoir délivrer les cartes, comme je l'ai dit dans le reportage tantôt. Et je voudrais vous garantir que c'est une préoccupation du Dr Boni Yahi de pouvoir donner à la population la possibilité de se soigner à moindre coût en souscrivant à une assurance maladie dans notre pays. Vous allez délivrer des cartes, il y aura des villes ou bien des régions pilotes comme Niki, ou bien ça va être généralisé? Ça va être généralisé, mais progressivement, puisque nous devons faire de la biométrie. Nous ne pouvons pas nous lever faire la biométrie à toute la population, mais progressivement nous évoluerons. Et nous avons, avec la permission de la haute autorité, décidé de prendre les premiers groupes, c'est-à-dire les populations les plus démunies, les cotonculteurs, les agriculteurs en général, les conducteurs de taxi-moto, ceux qui sont souvent dans l'informel. Nous allons commencer par ce groupe. Le deuxième groupe... C'est pas le plus difficile? Oui, c'est le plus difficile, mais c'est les groupes les plus vulnérables aussi. Donc on est obligé de nous occuper des plus vulnérables. Nous parlons santé publique. Et quand on parle de santé publique, c'est la grande majorité. Et nous allons nous occuper de ces populations d'abord, parce que c'est ces populations qui sont nos principales cibles. Puis nous allons passer, lorsque nous aurons notre loi, parce que nous avons élaboré une loi qui est aujourd'hui à la Cour suprême, une loi pour régenter l'assurance maladie dans notre pays. Et parce que pour les fonctionnaires, on est obligé d'avoir une loi avant de leur demander de souscrire à une assurance maladie. Mais le processus suit son cours, je vous l'ai dit, nous avons beaucoup travaillé. Et le chef de l'État nous disait la dernière fois, mais vous faites tout dans la clandestinité. J'ai dit, mais monsieur le président de la République, c'est encore l'étape de réflexion et d'élaboration d'un certain nombre de documents. La population verra d'ici quelques petites semaines, va pouvoir aller souscrire à une assurance maladie dans notre pays. Et le processus est vraiment très avancé. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la prise en charge des maladies non transmissibles? Vous en avez parlé, vous avez parlé du cancer, des maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de maladies qui tuent à bas bruit et dont on ne parle pas assez. Eh bien, nous avons élaboré plusieurs plans stratégiques, notamment un plan stratégique de lutte contre les cancers. Nous avons élaboré un document de prise en charge des maladies cardiovasculaires dans notre pays, un document pour la lutte contre le tabac. Donc c'est autant de réflexions, de stratégies que nous avons élaborées avec l'appui de nos partenaires et nous allons tout simplement les mettre en œuvre. Si vous le permettez, je voudrais insister sur quelques innovations structurelles dans le secteur de la santé. Effectivement, depuis 2012, nous avons pris l'habitude de donner une lettre de mission à tous les cadres du ministère de la Santé afin de définir clairement les résultats attendus des uns et des autres. Pour 2013, nous venons de mettre en place ce que nous appelons les groupes techniques de travail GTT. C'est de petits groupes techniques qui se consacrent à la réflexion sur certains domaines de notre plan national de développement sanitaire. Je prends par exemple la santé de la reproduction, la santé maternelle, je prends les maladies non transmissibles dont vous venez de parler, la revalorisation des ressources humaines, également un groupe de travail pour cet aspect-là. Donc c'est autant de groupes qui réfléchissent en petits comités avant qu'on ne les porte au niveau national à un niveau plus élargi. Cette année 2013 également, nous avons élaboré dans notre plan de travail annuel des domaines d'intervention
avec des résultats. Là, nous avons spécifié les résultats attendus et nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le taux d'exécution physique et le taux d'exécution de réalisation financière, ce qui ne se faisait pas avant. Le secteur de la santé reçoit beaucoup d'argent, mais on ne voit pas l'impact, on ne voit pas l'adéquation avec les activités que nous réalisons. Je donne un exemple. Si vous avez l'arbitrage entre acheter des fauteuils pour les agents dans un bureau et acheter des réactifs pour les malades, je pense que vous allez privilégier les réactifs. Donc c'est à cela que nous voulons convier tous les acteurs du secteur, sans oublier la décentralisation. J'étais à une séance avec le ministre en charge de la décentralisation où nous sommes en train de parler des transferts vers les communes. Le ministère de la Santé aussi transfère beaucoup d'argent vers les communes. Mais qu'est-ce que les communes en font? Il faut qu'on ait un droit de... Il n'y a pas un suivi? En fait, comme le disait le ministre de la décentralisation, c'est les maires ont la latitude d'utiliser en fonction de leurs priorités ces ressources qui sont mises à leur disposition. Mais nous, gouvernement, nous devons avoir un droit de regard et comprendre ce qui se passe. Le secteur de la santé aussi envoie beaucoup d'argent que nous appelons les crédits délégués vers les communes. Donc, avec notre collègue en charge de la décentralisation, nous allons mettre en place toutes ces stratégies-là pour le bonheur des populations. Je voudrais enfin insister sur quelques innovations pour l'année 2013. Nous avons l'évaluation des zones sanitaires par les pairs. Jusque-là, les zones sanitaires s'auto-évaluaient où il y avait des évaluations qui venaient du niveau central. Mais désormais, la zone sanitaire A ira évaluer la zone sanitaire B pour être sûr de la qualité de l'évaluation, parce que c'est trop facile d'avoir des rapports, tout va bien, et dans le cadre d'un monitoring que nous avons appelé monitoring plus, nous allons maintenir un système rigoureux de suivi-évaluation dans le secteur de la santé. Autre innovation, c'est la notification trimestrielle de toutes les pathologies. Toutes les affections qui passent dans nos centres de santé doivent être notifiées parce qu'il faut qu'on sache les maladies les plus courantes dans notre pays. Il faut qu'on puisse, à partir de ces statistiques, renforcer notre plan de développement sanitaire. À ce propos, vous avez mis des registres pour des registres cancer. Est-ce que ces registres-là ont été remplis Nous venons de mettre en place, comme je l'ai dit, nous avons élaboré un plan cancer. Ces registres viennent d'être mis en place. C'est pour cela qu'il faut le monitoring. Il faut aller sur le terrain et voir ce qui se passe. Et le monitoring par les pairs, je pense que c'est une opportunité pour évaluer effectivement les agents de santé sur le terrain et pouvoir apprécier la performance de ces agents de santé. Nous avons également insisté pour que dans nos maternités, on fasse l'audit des décès maternels, parce que c'est trop facile que l'on parle de la fatalité, que l'on accuse, que l'on trouve des causes inexpliquées pour les décès maternels. Maintenant, nous voulons vraiment instituer dans nos maternités et nos centres de santé un audit de chaque décès. Lorsqu'une femme meurt en couche, il faut qu'on puisse nous dire pourquoi elle est décédée, parce qu'on ne va pas donner la vie pour mourir. Donc, l'audit des décès maternels sera désormais une réalité dans notre pays au titre de cette année 2013. Plus on va en parler, mieux ça va s'installer dans les habitudes. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres préoccupations. Déjà à la fin. Oh oui. Je voudrais insister encore une fois sur le régime d'assurance maladie universelle qui va être une réalité au cours de cette année 2013. Progressivement, vous avez dit. En tout cas, au cours du premier semestre, nous aurons enregistré une bonne partie des Béninois, surtout les indigents et
personnes en situation précaire, comme je l'ai dit tantôt. Je voudrais également insister sur les ressources humaines. Il faut que nous ayons du personnel de qualité dans nos centres de santé et que le personnel de qualité se mette au travail, au service des malades. Nous avons pu maintenir ces derniers mois le dialogue social et nous essayons, comme l'a dit le secrétaire général du ministère, de maintenir ce dialogue en organisant régulièrement les cadres de concertation avec les partenaires sociaux, en leur payant leurs droits, parce que souvent c'est une question de primes, c'est des questions de primes. Nous avons plusieurs primes d'ailleurs dans le secteur, mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que nous puissions vraiment honorer ces engagements-là, parce que nous avons pris les engagements. Au dialogue, vous n'avez pas changé? Le dialogue, je n'ai pas changé et je ne changerai jamais par rapport au dialogue parce que, Madame Oussou, toutes les guerres du monde finissent autour d'une table de négociation. Alors je pense qu'il vaut mieux ne pas aller en guerre, il vaut mieux s'asseoir et dialoguer. Et moi, à mon corps défendant, je pense que je maintiendrai toujours le dialogue malgré les uns et les autres, parce que je pense que c'est la meilleure stratégie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien consacré, comme vous l'avez vu, aux grandes réalisations, aux réformes et aux perspectives du secteur de la santé pour 2013. Nous avons également parlé des remous dans le secteur de la santé. Et comme vous l'avez entendu, le ministre de la Santé dit qu'elle est ouverte au dialogue. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.